Bienvenue à ce webinaire qui porte sur le démarrage de la relation de mentorat. Ce webinaire de formation continue a été conçu pour vous fournir des conseils, des outils et des techniques qui vous aideront à établir les liens de confiance et à maximiser la valeur du mentorat. Comme toutes les relations, la relation de mentorat se construit par étapes et à mesure que la confiance s'installe, on peut passer des simples formalités à des conversations stratégiques beaucoup plus significatives. Pour ce faire, il faut établir un sentiment de confiance dès les premières rencontres. Celles-ci sont les plus importantes pour jeter les bases de la relation. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter 5 outils que vous pourrez utiliser dès le départ avec le mentoré pour apprendre à vous connaître l'un l'autre, établir la confiance et nouer des liens. Je vais également décrire les éléments de l'entente de mentorat et je vous présenterai brièvement le plan d'apprentissage que le mentoré doit remplir. Je vous fournirai aussi 2 exemples de programmes pour les 2 premières rencontres. Tous les outils et ressources qui vous sont fournis sont adaptés au déroulement normal de la relation de mentorat. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur quelques outils pratiques qui vous aideront lors de vos 2 premières rencontres avec le mentoré. Cette phase de démarrage de la relation est d'une grande importance pour établir le lien de confiance essentiel au développement d'une relation durable. En cours de route, si vous sentez que la relation s'embourbe ou s'étiole, vous devez revoir les webinaires suivants afin d'y puiser de nouvelles idées pour vous remettre sur les rails. Le webinaire « Consolider la relation de mentorat, comment poser les bonnes questions » plonge dans la dynamique de la conversation et propose des techniques qui vous aideront à passer des simples formalités à des conversations stratégiques. Le webinaire « Progresser dans la relation de mentorat, approfondir le dialogue » présente des techniques qui permettent de poser les bonnes questions et de fournir une rétroaction axée sur le perfectionnement afin d'approfondir le dialogue avec votre mentoré. Enfin, le webinaire « Progresser dans la relation de mentorat, explorer la diversité » vous aidera à approfondir vos conversations liées à la diversité, qu'il s'agisse de diversité générationnelle ou de diversité culturelle. Il contient d'excellents conseils sur la façon de suspendre son jugement et de poser les bonnes questions pour alimenter les conversations. Je vais maintenant vous présenter 5 outils qui vous aideront à amorcer et à consolider votre relation de mentorat. La première rencontre est souvent la plus difficile. En tant que mentor, vous pouvez être porté à anticiper la relation. Vous espérez qu'elle sera profitable, que vous serez utile et que vous aurez du plaisir à travailler avec le mentoré, que vos rencontres seront agréables. Dans les entretiens de suivi que j'ai eus avec des mentors et des mentorés, ceux-ci ont trouvé que certains exercices étaient particulièrement utiles pour établir rapidement la confiance entre eux. Je vous propose donc un choix de 5 exercices à cette fin. La plupart des partenaires de mentorat ont indiqué qu'ils avaient fait 2 ou 3 de ces exercices au cours de leurs 2 premières rencontres. Certains en ont fait plus et d'autres moins. Ceux qui connaissaient déjà leur partenaire n'ont évidemment pas eu besoin de ces outils. Voici donc les exercices que vous pouvez faire lors des rencontres 1 et 2 pour faciliter l'établissement de la confiance. Je vais décrire ces exercices en détail, vous indiquer ce qui a plu particulièrement au mentor et vous dire ce que vous devez viser pour que ces exercices soient utiles. Pour chaque exercice, vous pouvez télécharger une feuille d'instruction à partir du centre des mentors. Il y a donc un exercice sur le modèle d'apprentissage 70-20-10, un exercice pour apprendre à mieux vous connaître, un exercice d'exploration des valeurs, un exercice fondé sur une ligne du temps et un exercice d'exploration des compétences habilitantes qui est précisément destiné au mentor. Commençons par le premier. Le modèle d'apprentissage 70-20-10 est un modèle répandu, créé par le Center for Creative Leadership. C'est un modèle de référence qui illustre comment se déroule concrètement le processus d'apprentissage.
Il s'agit d'un processus naturel qui suit une boucle. On commence par effectuer un apprentissage structuré que l'on met ensuite en pratique. On reçoit ensuite de la rétroaction, on revient à la mise en pratique, on reçoit de nouveau la rétroaction et ainsi de suite. Cet exercice vise à accroître la motivation continue du mentoré envers le processus de mentorat. Il faut que le mentoré prenne la relation de mentorat au sérieux et non comme un simple élément à cocher sur sa liste de choses à faire. Cet exercice aide le mentoré à bien comprendre que la valeur du mentorat réside dans les conversations et dans l'intégration des connaissances dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Pour bien des gens, l'apprentissage se limite à suivre des cours, en ligne ou en classe, à lire, à faire des tests, sans plus. Pour eux, l'apprentissage ne se traduit pas par une amélioration de leur pratique. Mais dans les faits, l'apprentissage n'a vraiment lieu que lorsque la matière est appliquée dans le milieu du travail et qu'on reçoit de la rétroaction. Cette rétroaction peut prendre plusieurs formes. On peut simplement observer les résultats de l'application d'un processus pour voir s'il fonctionne, mais on peut aussi tenir de bonnes conversations avec un collègue, un superviseur ou un client, pour ensuite apporter des changements et essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est selon cette boucle de perfectionnement que se produisent les vrais apprentissages. Ainsi, en discutant des résultats de l'application du modèle 70-20-10, vous pouvez amener le mentoré à réfléchir à la façon dont il a généralement appris dans le passé, au-delà de l'apprentissage structuré dans les écoles ou des cours. Expliquer ce qu'est le mentorat et encourager le mentoré à embrasser pleinement l'expérience du mentorat CPA. Vous pouvez aussi l'encourager à trouver d'autres mentors, des mentors naturels, des mentors dans d'autres contextes officiels ou des modèles qui l'inspireront maintenant et tout au long de sa carrière. L'exercice se déroule comme suit. Tout d'abord, demandez au mentoré s'il a travaillé avec un mentor par le passé et s'il peut décrire le processus qu'il a vécu et ce qu'il en a tiré. Demandez-lui ensuite ce qu'il pense du modèle 70-20-10. Puis, demandez-lui de lui donner un exemple d'un nouvel apprentissage qu'il a fait et de la façon dont il s'est produit. Ce peut être dans n'importe quel domaine. Et enfin, en vous appuyant sur votre propre expérience, décrivez comment ce modèle illustre la façon dont vous avez fait certains apprentissages. Il peut s'agir de cuisine, de sport, d'une activité artistique ou technique. Ensuite, appliquez le modèle à une expérience en milieu de travail. Cet exercice vous permettra de mieux comprendre votre façon d'apprendre ou celle de votre mentoré et le rôle que joue le mentorat dans ce processus. Lorsqu'on applique pour la deuxième ou la troisième fois un apprentissage issu de la rétroaction et de la réflexion, on obtient chaque fois de meilleurs résultats. Si le mentoré n'a jamais eu de mentor par le passé, ce genre de conversation lui sera certainement des plus utiles. C'est une façon très concrète d'apprendre en quoi et pourquoi le mentorat est utile. Ce peut être l'occasion d'un moment de vérité pour le mentoré qui l'aidera à maintenir sa motivation à long terme. Si le mentoré a déjà été en relation avec un mentor, cet exercice permet de faire ressortir, dans un contexte de sécurité et d'ouverture, ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné pour lui dans cette relation. Cela vous aidera à déterminer le style, l'approche ou l'orientation à adopter dans vos conversations. Voici un exemple. J'ai été le mentor d'un dirigeant qui avait déjà eu un mentor auparavant, mais ce dernier ne lui fournissait ni rétroaction ni conseil, à tel point que le mentoré avait l'impression que chaque rencontre était une séance de thérapie. Il disait que cette expérience avait été très frustrante pour lui. En tant que mentor, j'ai donc pu comprendre qu'il était important pour lui de dialoguer, d'obtenir de la rétroaction et d'analyser ses apprentissages. C'est donc ainsi que nous avons procédé. Dialogue, rétroaction, analyse des apprentissages à la fin de chacune de nos rencontres. Et la formule a fonctionné parce que j'ai pris en compte les besoins du mentoré. J'ai été en mesure d'orienter et de mener chacune de nos conversations afin que nous puissions conclure chaque rencontre par la question «
Qu'est-ce que notre conversation vous a apporté aujourd'hui? Le deuxième exercice que je vous propose vise à vous amener à mieux connaître l'un et l'autre, de façon beaucoup plus approfondie que par la seule lecture de vos curriculum vitae respectifs. Lors de la première rencontre avec le mentoré a souvent l'impression de se présenter à une entrevue d'embauche. Les entrevues d'embauche sont stressantes et ont pour but d'évaluer le candidat. Ce n'est pas ce que nous cherchons à faire dans le cadre d'une relation de mentorat. Notre but est plutôt de favoriser un apprentissage collaboratif. Le fait de présenter votre curriculum vitae dès le début de la relation peut être assez intimidant. Vous pouvez le faire plus tard au cours de la relation si vous le désirez pour décrire vos apprentissages et votre progression. À la première rencontre, nous visons plutôt une expérience détendue et axée sur la collaboration, qui réduit le risque que chacun se tienne sur ses gardes, comme dans le cadre d'une entrevue d'embauche. Voici donc quelques instructions. Examinez cet outil avec votre partenaire de mentorat et suivez les 4 étapes indiquées. Je vais vous les décrire en détail. La première étape consiste à décrire des faits marquants de vie personnelle, car ils déterminent ce qui est important pour la personne. Efforcez-vous de remarquer ce que les gens choisissent de raconter. Les événements retenus sont souvent ceux qui ont fortement contribué à façonner leur personnalité. Vous pouvez y déceler des tendances ou des indicateurs qui dénotent les motivations personnelles ou professionnelles de votre partenaire. Vous découvrirez peut-être même les raisons qui ont motivé ses choix de carrière, de milieu de vie et d'employeur. Cette étape peut mener à de nombreuses découvertes. La deuxième étape consiste à décrire les faits marquants de la vie professionnelle, car ils déterminent la façon de prendre des décisions. Cette étape ressemble à la première, mais avec une petite différence. Ici, on met l'accent sur le choix de carrière, la mobilité, les domaines de spécialisation, tout ce qui est lié à la carrière et à la façon de prendre des décisions. Encore une fois, vous découvrirez des tendances ou des indicateurs de ce qui est important pour votre interlocuteur. Parmi les sujets abordés, il pourrait y avoir le fait d'assumer des responsabilités, d'être membre d'une équipe, de faire partie d'une grande organisation ou d'une entreprise commerciale. Vous entendrez peut-être l'histoire des gens qui ont changé de carrière ou de professionnels qui ont été formés à l'étranger et qui ont dû se soumettre de nouveau à un processus d'agrément. Le fait de comprendre comment une personne aborde la prise de décision vous indiquera de quelle façon elle est susceptible de gérer ses priorités, d'aborder la gestion des risques et de composer avec la dynamique et la culture d'une organisation. Tous ces renseignements amènent le mentoré à mieux se connaître et vous donnent des indications précieuses sur sa façon de résoudre des problèmes, d'apprendre, de transmettre l'information et de traiter les questions éthiques. Cet exercice fournit dès le départ des indications à de nombreux égards, et tout cela simplement en posant les 2 premières questions. La troisième étape consiste à décrire l'influence que certaines personnes ont eue sur vous au fil des ans. Ici, on cherche à se renseigner à différents égards. D'après ce que j'ai observé, cette question amène les gens à réfléchir sérieusement à l'influence des autres dans leur vie. Elle conduit au constat que personne ne peut réussir seul. Pour déclencher le processus de réflexion, vous pouvez suggérer au mentoré de penser à des personnes comme un professeur, un guide, un autre mentor, un entraîneur, un gourou ou un grand-père. Dans les histoires que vous entendrez, il sera notamment question des qualités naturelles de ces mentors. On vous dira par exemple « Cette personne a cru en moi ». Elle m'a montré une voie que je ne croyais pas pouvoir suivre. Elle m'a fait confiance. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a donné une rétroaction franche et je lui ai fait confiance. Faites ressortir les messages que vous entendez et utilisez-les dans le cadre de la rétroaction que vous donnez au mentoré. Par exemple, vous pouvez dire « Si je comprends bien, cette personne a vraiment cru en vous. Elle a découvert votre talent caché et vous a aidé à l'exploiter. » Reliez donc vos observations à l'influence que ce mentor a eue.
Pourriez-vous par exemple dire « Donc, malgré les embûches, vous avez fait ce qu'il fallait pour aller à l'université » ou encore « Cette personne vous a aidé à réaliser votre rêve ». Cette étape constitue donc une excellente occasion de fournir de la rétroaction. À la 4e étape, nous cherchons à savoir ce que notre partenaire veut tirer de la relation de mentorat. Il s'agit ici de tenir une conversation ouverte et constructive en vue de finalement identifier ce que vous voulez tous deux tirer de la relation. Cela sera probablement ressortir les principales priorités en vue de l'acquisition des compétences habilitantes. Cette étape vous donne donc également, en tant que mentor, l'occasion de parler vous aussi de ce que vous voulez tirer de la relation. Il est important que vous en discutiez. Il n'est pas rare que les mentorés se demandent ce que le mentor tire de cette expérience. Le fait de parler de ce que vous voulez apprendre renforce l'idée que la proc et accroît les probabilités que votre engagement mutuel demeure significatif. Voilà donc un exercice très profitable. Le 3e exercice porte sur l'exploration des valeurs. Selon mon expérience du mentorat, cet exercice est l'un des meilleurs outils qui soit pour établir la confiance très rapidement. Soulignons aussi que le fait d'être conscient de ses propres valeurs est une compétence de leadership fondamentale. Mais parlons d'abord un peu de confiance. L'établissement d'un lien de confiance se fait en plusieurs étapes. La première étape jette les bases de la relation. Nous voulons nous assurer d'y être en sécurité. Nous observons et écoutons l'histoire personnelle de notre partenaire pour voir comment il traite les autres et parle de ses intérêts personnels. Ces conversations nous permettent de déterminer si ce partenaire est fiable, juste, s'il sait rendre à César ce qui est à César et si nous pouvons nous confier à lui. L'exercice permet de réfléchir à des questions comme « Qu'est-ce que nos périodes difficiles disent de nous ? Demeurons-nous fidèles à nos valeurs ? Assumons-nous la responsabilité de nos problèmes et acceptons-nous d'être aidés au besoin ? Avons-nous eu des choix difficiles à faire au cours de notre vie ? » Le fait de discuter de ce qui est important pour nous et de notre façon de vivre nos valeurs accélère le processus d'établissement de la confiance. À la 2e étape, vous vous attarderez davantage à la cohérence. Les gens recherchent une certaine prévisibilité, la fiabilité et la cohérence dans leurs relations. Ici, la question est donc de savoir si votre partenaire fait toujours ce qu'il dit. C'est le type de confiance que nous visons et qui fait le succès des bonnes relations de mentorat. Une fois cette cohérence démontrée, il n'est plus nécessaire de se préoccuper de la relation comme telle. Elle va alors de soi, ce qui est vraiment agréable. Donc, le fait de comprendre les valeurs est à la base de l'établissement et de la consolidation d'une relation de confiance, tant dans une relation de mentorat que dans tout autre type de relation. Dans le monde du travail, les gens interagissent selon différentes attentes et valeurs personnelles et professionnelles. Et nos valeurs définissent la façon dont nous agissons en société. Nos comportements, nos attitudes et nos convictions sont autant de façons d'exprimer nos valeurs. Pourtant, bon nombre d'entre nous éprouvent bien de la difficulté à identifier et décrire leurs valeurs parce qu'ils ne prennent pas le temps d'y réfléchir, à moins qu'un événement important ne les amène à en prendre conscience. Habituellement, cela se produit lorsque quelqu'un heurte nos valeurs, ce qui nous force à rétablir la situation de manière différente. Lorsque les gens comprennent leurs valeurs essentielles respectives, ils se font confiance rapidement. Vous voyez sur la diapositive un extrait de l'exercice d'exploration des valeurs, tiré de la feuille de travail que vous pouvez télécharger. Celle-ci comprend, sur une seule page, une liste de 25 valeurs accompagnées de leur définition. Les instructions pour faire cet exercice sont les suivantes. Examinez d'abord la liste des valeurs et des définitions correspondantes. Sélectionnez ensuite les valeurs qui sont importantes pour vous et ajustez-en les définitions pour qu'elles reflètent vraiment le sens qu'ont ces valeurs pour vous.
Enfin, discutez avec votre partenaire de mentorat. Expliquez-lui l'importance que revêt pour vous chaque valeur sélectionnée et par quel comportement ou action elle se manifeste concrètement dans votre vie. Que recherche-t-on ici? D'abord, il ne faut pas choisir toutes les valeurs. Ou si vous les choisissez toutes, car il y a effectivement des gens qui disent que toutes ces valeurs sont importantes pour eux, essayez de dégager celles qui sont les plus importantes. Rappelez-vous que cette liste n'est pas exhaustive, puisqu'elle ne compte que 25 valeurs. Il y en a d'autres, mais c'est un bon point de départ. Vous verrez que cet exercice vous amènera à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. L'essentiel est de prendre le temps voulu pour trouver les similarités et les différences entre vos valeurs respectives et entre vos façons de résoudre les problèmes et de prendre des décisions. Décrivez comment vous avez progressé et changé avec les années, ce qui est différent maintenant. Vous avez peut-être vu des différences entre 2 pays, 2 provinces, 2 entreprises ou 2 services au sein d'une même entreprise. Les sujets que vous pouvez aborder sont très nombreux. Il résulte de cet exercice une conversation éclairante et enrichissante qui contribue à accroître la confiance en soi. Or, la conscience de soi est essentielle à l'acquisition des compétences habilitantes en matière d'autonomie, de résolution de problèmes et de prise de décision. Et elle est intimement liée à la façon dont nous abordons les questions éthiques. Le 4e exercice est celui de la ligne du temps. C'est un bon exercice à faire en vue de la 2e rencontre ou à donner comme devoir lors de la 1re rencontre. L'exercice de la ligne du temps fournit une autre occasion de se détacher de l'examen du curriculum vitae. C'est aussi un exercice populaire qui suscite beaucoup de discussions entre les partenaires et qui peut facilement remplacer l'exercice intitulé « Apprendre à vous connaître ». Ce sont des exercices semblables mais qui reposent sur des méthodes différentes. Les mentors et les mentorés qui ont fait cet exercice disent que la structure proposée atténue le sentiment d'inconfort qui entoure souvent les premières rencontres. Il s'agit d'un exercice qui accélère l'établissement de la confiance, car il donne l'occasion d'échanger sur les grands événements de votre vie et leurs retombées sur vous, sur votre façon de résoudre les problèmes et de surmonter les défis, et sur ce que ces événements vous ont appris sur vous-même. La feuille de travail que vous pouvez télécharger comprend un ensemble d'instructions que je vais vous décrire en détail. Vous êtes d'abord invité à tracer une ligne horizontale sur une feuille de papier vierge. Ensuite, vous devez y inscrire, comme il vous convient, les événements importants de votre vie, positifs ou négatifs, qui ont contribué de faire à vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Chacun aborde cet exercice à sa façon. Certains dressent une liste, d'autres font des dessins, d'autres encore des zigzags, comme le montre la diapositive. Toutes ces façons de faire sont bonnes. Dans l'exemple que vous voyez ici, la personne a dessiné un graphique en dents de scie. On peut voir qu'il y a eu des hauts et des bas importants dans sa vie. Son histoire est, sans aucun doute, très intéressante. Chacun doit se concentrer sur les événements qui ont eu une incidence sur son évolution. Expliquez plus en détail les notes que vous avez prises au sujet de votre ligne du temps et identifiez les occasions qui vous ont été significatives et qui vous ont aidé à progresser. Identifiez les obstacles qui ont entravé votre progression. Indiquez les joies inattendues que vous avez connues ou les événements et expériences qui n'étaient pas prévus mais qui ont été marquants. Passez ensuite à la discussion avec votre partenaire de mentorat et demandez par exemple, au cours de votre vie, quelles ont été les principales leçons que vous avez retenues et les principales transformations de votre façon de penser et de votre comportement? Qu'avez-vous découvert au sujet de vos principales forces? Quelles sont vos priorités personnelles en matière d'apprentissage? Qu'avez-vous appris de nouveau en faisant cet exercice? Voyons maintenant ce qu'il faut rechercher dans le cadre de cette conversation. Parlez des facteurs qui ont contribué aux bonnes périodes et aux périodes difficiles. Demandez-vous, par exemple, ainsi qu'à votre partenaire,
Comment êtes-vous sorti des périodes difficiles? Qu'avez-vous fait pour susciter de bonnes périodes? Dans quel contexte ce changement s'est-il produit? Qu'avez-vous appris de la situation? En résumé, il y a 2 éléments auxquels il convient d'être attentif lorsque l'on fait cet exercice. Certaines personnes ont vécu des événements traumatisants dans leur vie et peuvent être disposées à vous en parler. Ça peut être passablement exigeant pour elles à une toute première étape de la relation de mentorat. Il est donc important alors que vous soyez simplement à l'écoute. Recevez ces révélations comme un cadeau précieux et délicat. Ne faites pas trop de commentaires sur ce qui vous est dit. Remerciez votre partenaire d'avoir raconté son histoire et de vous avoir fait confiance. Orientez ensuite la conversation vers les gestes qu'il a posés pour aller de l'avant. Relevez certains des éléments qu'il mentionne, comme « il m'a fallu du courage »,« j'ai été fort »,« j'ai persévéré »,« je me suis réinventé ». Le deuxième élément important dans cet exercice a trait au fait que les gens ont souvent de la difficulté à admettre le rôle qu'ils ont eux-mêmes joué pour sortir d'une situation difficile. On entend souvent des choses comme « on a voulu me nuire »,« il fallait un bouc émissaire », ou encore « quelqu'un m'a aidé en faisant telle ou telle chose », ce qui revient à attribuer sa réussite à une autre personne. En étant conscient de cette tendance, vous pouvez assumer pleinement votre rôle de mentor et orienter la conversation au moyen de questions comme « quelles ressources avez-vous trouvées pour aller plus en avant ?» ou encore « dans cette situation, qu'avez-vous appris sur vous-même qui vous a aidé à aller de l'avant ?» Vous avez ainsi l'occasion de faire voir au mentoré que c'est par lui-même qu'il a su se sortir d'une mauvaise période. Le fait de vous raconter mutuellement vos histoires accélère vraiment l'établissement du lien de confiance dans la relation. Et l'exercice de la ligne du temps est un outil très efficace à cette fin. Le 5e exercice que je vous présente porte sur les compétences habilitantes. Et il est destiné aux mentors afin qu'ils réalisent comment ils ont eux-mêmes acquis ces compétences. Il s'agit d'un exercice qui vous aidera à relever des éléments concrets en vue de l'application du plan d'apprentissage du mentoré. L'exercice porte donc sur la façon dont vous, le mentor, avez acquis et développé vos compétences habilitantes au cours de votre carrière. Dans les faits, les gens trouvent plutôt difficile de créer un plan d'apprentissage rattaché aux compétences habilitantes. Pour certains mentorés, c'est très facile, pour d'autres, le sujet est très vaste. Certains auront la difficulté à pousser l'analyse assez loin pour approfondir le sens réel de ces compétences et comprendre comment les acquérir et les traduire en comportement. Bien des gens ne s'y retrouvent pas. Pour le mentoré, le fait d'entendre ce que vous avez vous-même fait pour progresser est vraiment une excellente façon de réaliser des apprentissages. Il faut se rappeler que les compétences ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. On ne peut pas les voir se manifester en parfaite correspondance avec leur définition, comme on peut dire d'un calcul est exact ou erroné. Cet outil de facilitation de la conversation vous aidera à déterminer à quels égards pourraient se situer les priorités d'apprentissage du mentoré. Les compétences habilitantes sont regroupées en 5 grands domaines de compétences, soit comportement professionnel et éthique, résolution de problèmes et prise de décision, communication orale et écrite, autonomie, et enfin, travail en équipe et leadership. Dans cet exercice, on demande donc au mentor de se poser les questions suivantes. Dans quelle situation ai-je acquis certains éléments de la compétence sélectionnée et comment l'ai-je démontré? Ce peut être dans l'un ou l'autre des domaines de compétences. Quel était mon niveau de maîtrise dans cette compétence au début de ma carrière? Où en suis-je maintenant dans l'acquisition de cette compétence? Comment ai-je développé cette compétence avec le temps? En rétrospective, comment suis-je passé de novice à compétent? Parmi les choses que j'ai faites et les expériences que j'ai vécues, lesquelles ont le plus contribué à mon évolution?
Parmi mes activités actuelles, lesquelles me permettent de continuer de développer mes compétences? À cette étape-ci, quel type de processus d'apprentissage ou d'activité faciliterait le plus l'acquisition des compétences de mon mentoré? Il est utile de parler de ce qui était important dans les processus d'apprentissage au début de votre carrière et comment les choses ont évolué depuis. Cet exercice trouve sa valeur dans le fait que vous reprenez contact avec vos propres compétences habilitantes CPA et avec la compréhension que vous avez acquise de votre propre processus d'apprentissage. D'une certaine façon, il sert aussi à vous ramener au même niveau que votre mentoré, ce qui est vraiment important pour favoriser l'ouverture et la confiance. Il ne faudrait surtout pas que votre mentoré se mette sur un piédestal. On cherche vraiment à établir une relation d'égal à égal. Vous disposez donc de 5 très bons outils. Choisissez ceux qui vous conviennent le mieux et amusez-vous. Nous allons maintenant nous pencher sur l'entente de mentorat. Nous verrons aussi rapidement le plan d'apprentissage ainsi que des exemples de programmes pour les 2 premières rencontres. Voyons d'abord l'entente de mentorat. Quels que soient les outils choisis, n'oubliez pas de convenir avec votre mentoré des orientations que vous voulez donner à la relation et des attentes que vous avez envers l'un et l'autre. L'entente de mentorat est un outil pour vous aider à passer en revue quelques-unes des questions importantes et essentielles que vous devez aborder. Vous devez investir du temps dans la relation afin que celle-ci soit profitable, quel que soit le moyen de communication choisi. Vous allez donc vous rencontrer, votre mentoré et vous, et même si vous pouvez assurer un certain suivi ou offrir un soutien par téléphone ou par Skype, vous devrez principalement vous rencontrer en personne. Vous devez préparer un calendrier de rencontres et le respecter. Il vous sera parfois utile de prévoir un programme pour vos rencontres. Il arrivera aussi que vous ayez des rencontres moins structurées. Donc, prenez le temps de discuter vos besoins respectifs. Voici ce à quoi ressemble une entente de mentorat. Nous allons passer en revue les éléments qui la composent. Au début de la page, il y a des espaces pour vos noms et vos coordonnées. La première ligne de l'entente se lit comme suit. Nous, sous-signés, convenons de respecter les principes directeurs ci-dessous dans le cadre de notre relation de mentorat. Nous avons discuté de la façon dont nous allons gérer notre relation et faire preuve de respect l'un envers l'autre. Au bas de l'entente se trouvent les espaces prévus pour les signatures. La confidentialité est le premier sujet dont vous devez discuter. C'est probablement la conversation la plus importante que vous devez avoir, puisque vous serez amené à aborder des questions personnelles et professionnelles tout au long de votre relation. Vous devez discuter des difficultés et des approches entourant la gestion des questions éthiques. Vous devez parler tous deux de la façon dont le respect de la confidentialité doit se traduire concrètement. Peut-être décrirez-vous que chacun a sa propre définition de la confidentialité. Discutez-en et videz la question. Demandez-vous par exemple quelles sont les questions de confidentialité particulières sur lesquelles vous devez vous entendre. Selon que vous travaillez ou non dans la même organisation, les modalités différeront. La section suivante porte sur la logistique. Par exemple, où allez-vous vous rencontrer ? Les gens aiment généralement se rencontrer hors des lieux du travail. Vous pouvez vous rencontrer pour prendre un café ou vous voir au petit déjeuner ou à l'heure du lunch. Il est très important d'établir un moment et un lieu qui conviennent aux 2 parties. Si vous préférez vous rencontrer au bureau, c'est également bien. Quand allez-vous vous rencontrer ? Il s'agit de savoir quelle heure vous convient le mieux. Vous devez aussi établir un calendrier de rencontres pour toute l'année. Vous êtes tous très occupés et il y a certaines périodes de pointe. C'est pourquoi il est important de vous mettre d'accord et de prévoir un certain nombre d'heures pour vos rencontres dans les mois à venir. On a pu constater que, de manière générale, ceux qui ont les relations les plus fructueuses ont prévu leurs rencontres à l'avance pour toute une année.
On sait aussi que, lorsque les calendriers et les rendez-vous ont été établis à l'avance, environ 90% des gens respectent leur engagement. Parlez aussi de la façon dont vous allez communiquer et rester en contact entre les rencontres. Vous pouvez communiquer par courriel ou par téléphone. Faites part de vos attentes. Parmi celles que vous avez l'un envers l'autre, lesquelles vous aideront à établir et à maintenir votre relation de mentorat. Certaines personnes aiment avoir un suivi détaillé entre les rencontres. Certains mentors préfèrent l'approche du juste à temps. Certaines personnes aiment avoir un programme bien structuré et confirmé à l'avance pour chaque rencontre, alors que d'autres préfèrent aborder les diverses questions comme elles se présentent. Vous devez discuter du style et des besoins qui vous sont propres sans vous entendre sur la façon dont vous allez gérer ces questions. Autre point. Comment préférez-vous donner et recevoir de la rétroaction? Certaines personnes sont très directes, tandis que d'autres sont beaucoup plus réservées. Certains voudront que vous leur disiez franchement et clairement ce que vous avez à dire. D'autres auront besoin que vous fassiez preuve de beaucoup plus d'empathie. Il est donc très important de parler de vos styles de communication. Vous devez savoir de quelle manière fournir la rétroaction au mentoré pour qu'il puisse bien la recevoir. Comment allez-vous gérer les conflits? Les relations de mentorat comportent toutes sortes d'occasions de conflits, qu'il s'agisse de différences d'opinion ou de difficultés à concilier les horaires de déplacement et les calendriers de chacun. Il est donc important de discuter à l'avance ce qui vous convient le mieux. Enfin, parlez aussi de la façon de clore la relation de mentorat et de ce que vous ferez ensuite. Pour certains, la relation de mentorat durera quelques mois, pour d'autres, elle s'étendra sur les 3 années complètes. Cela dépendra du point de départ du processus d'apprentissage du mentoré. Il est très important que vous discutiez de vos attentes et de la façon dont vous allez entreprendre la relation et la terminer. Et si des difficultés se présentent en cours de route, comment allez-vous les gérer? Toutes ces questions sont très importantes. Vous avez donc l'occasion de conclure une entente à cet égard. Je vous invite aussi à noter que si vous travaillez pour une organisation non liée à celle de votre mentoré, le superviseur du mentoré peut devoir signer l'entente afin d'éviter tout conflit d'intérêts ou apparence de conflit d'intérêts. C'est un élément important à prendre en considération. Nous avons donc fait le tour de la question de l'entente de mentorat. On demande aussi au mentoré de préparer un plan d'apprentissage. Il peut être très difficile de rédiger un plan d'apprentissage et le mentor doit parfois aider son mentoré à établir ou à modifier son plan à différentes étapes de la relation. Certains outils et ressources sont mis à votre disposition à cette fin. Le mentoré doit établir son plan d'apprentissage. L'outil présenté ici a été préparé à son intention. Il contient la liste des domaines de compétences et fournit un cadre pour permettre au mentoré de clarifier les domaines auxquels il doit s'attarder, ou en d'autres termes, son objectif. Il existe une grille de réflexion pour le mentoré que vous pouvez utiliser également. Cette grille sert à identifier et à évaluer le niveau de maîtrise du mentoré à l'égard des divers éléments des compétences habilitantes. Le mentoré doit pouvoir passer du niveau 0 au niveau 1, puis au niveau 2. La grille de réflexion vous aidera à évaluer le niveau de maîtrise du mentoré. Est-il au numéro 0, 1 ou 2? En tant que mentor, vous avez accès à des ressources et à des outils pour aider ou soutenir le mentoré dans l'élaboration de son plan d'apprentissage. Le modèle de plan que nous avons préparé précise aussi le type de soutien que le mentoré doit demander à son superviseur et celui qu'il doit demander à son mentor. Il est très important de bien distinguer les rôles de chacun. En effet, si le mentoré ne se trouve pas dans un contexte qui lui permet d'acquérir ses compétences, vous pouvez alors discuter avec lui de ce qu'il peut faire pour progresser et de ce qu'il devra demander à son superviseur afin de se trouver dans un contexte plus propice. De nombreux outils et ressources vous sont fournis pour vous aider.
Voyons maintenant le programme de la première rencontre. Elle peut durer 60 ou 90 minutes, voire 2 heures dans certains cas, et vous devez y faire 4 choses importantes. D'abord, vous devez prendre du temps pour apprendre à vous connaître l'un l'autre. J'ai retenu 2 très bons exercices que vous pouvez utiliser à cette fin et qui vous aideront à déterminer le meilleur fonctionnement pour votre mentoré et vous. Ce sont des exercices intitulés « Apprendre à vous connaître » et « Exploration des valeurs », qui sont d'excellents moteurs de conversation. Vous devez aussi prendre le temps de vous voulu pour rédiger votre entente de mentorat. Vous voudrez peut-être prévoir de 20 à 30 minutes pour discuter de la façon dont vous allez travailler ensemble et régler les questions de logistique et de confidentialité. Prenez le temps d'établir un calendrier de rencontres pour les 12 prochains mois. Cela signifie que vous devez prévoir les rencontres ultérieures, même plusieurs mois à l'avance. Les rencontres sont plus susceptibles d'avoir lieu si elles ont été planifiées longtemps d'avance. Enfin, convenez de ce que vous ferez lors de la prochaine rencontre. Si vous le désirez, choisissez un autre exercice visant à mieux vous connaître, comme l'exercice de la ligne du temps, ou choisissez un sujet de discussion. Ainsi, vous donnerez déjà une orientation claire à votre deuxième rencontre. Lors de la deuxième rencontre, prévoyez de nouveau un peu de temps pour continuer d'apprendre à vous connaître. Vous pouvez choisir de faire l'exercice de la ligne du temps ou l'exercice sur les compétences habilitantes à l'intention des mentors, ce qui est un très bon exercice. Assurez-vous de poursuivre ce type de conversation au début de chacune de vos rencontres. Pour la deuxième rencontre, il s'agira de consolider le lien de confiance avec le mentoré. Vous choisirez peut-être de faire un autre exercice pour apprendre à vous connaître, de finaliser le plan d'apprentissage ou de passer en revue les compétences habilitantes. Vous aurez peut-être aussi déjà choisi un sujet de discussion. Il n'est pas rare qu'une bonne partie de la deuxième rencontre soit consacrée à mieux vous connaître l'un et l'autre. Mais vous pourriez également entrer directement dans le vif du sujet. Il se peut que votre mentoré soit déjà aux prises avec un dilemme éthique et que vous ayez alors de la matière très intéressante à explorer. Si vous avez déjà établi de bonnes bases et que vous vous connaissez déjà tous les deux depuis un moment, vous pouvez passer directement au sujet d'apprentissage. Une des choses à faire au cours de cette deuxième rencontre est d'utiliser concrètement le modèle de réflexion fondé sur les questions « quoi »,« quand ressort-il » et « par la suite », en vue de l'intégrer de façon systématique dans vos conversations. Et lorsque la rencontre tire à sa fin, appliquez la partie « et par la suite » du modèle pour déterminer les prochaines étapes et préparer la prochaine rencontre. Certaines personnes sont si bien organisées qu'elles auront déjà prévu le programme de la troisième rencontre. Déterminez aussi qui s'occupe d'organiser la rencontre, de faire le suivi, de trouver un lieu de rencontre et de faire les réservations nécessaires. Déterminez si vous irez prendre un café ou si vous préférez une autre formule. Ce sont là de petits détails qui sont en fait d'une grande importance. En guise de conclusion, nous allons appliquer le modèle « quoi », « quand ressort-il » et « par la suite » au webinaire d'aujourd'hui, afin de récapituler les éléments principaux. Premièrement, la question « quoi » du modèle consiste en un examen, un retour ou une réflexion sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur notre cheminement. Il s'agit de nous demander quels ont été les points forts ou les éléments clés de ce webinaire. Nous avons présenté 5 outils pour établir la relation de mentorat. Vous pouvez en choisir quelques-uns ou utiliser chacun de ces 5 outils. Nous avons discuté de l'entente du mentorat dont vous pouvez télécharger un modèle. Nous avons présenté le plan d'apprentissage de façon très générale. Vous savez qu'il y a 2 outils à votre disposition, soit le plan d'apprentissage lui-même et la grille de réflexion. Nous avons présenté un programme pour les 2 premières rencontres. Ensuite, passons à la question « quand ressort-il » qui correspond au processus de compréhension. Il s'agit ici de se demander quelle est la chose la plus importante que j'ai retenue de ce webinaire.
Et enfin, la question est par la suite. Il s'agit de vous demander, par exemple, que ferez-vous ensuite? Cette question correspond à votre engagement à l'égard de nouveaux comportements et de nouvelles actions, façon d'être et façon de voir et de faire les choses. Que ferez-vous pour établir la confiance lors de vos 2 premières rencontres de mentorat? Vous avez donc maintenant une idée de ce qui vous attend et des outils et ressources dont vous disposez. Voilà qui met fin au webinaire Amorcer la relation de mentorat.